Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, ravi de vous retrouver mardi 17 décembre 2024. Bitcoin, flop de Noël ou rallye de Noël? Oui, chers amis, Bitcoin, c'est comme ce graphique l'indique, 125% de hausse depuis le début de l'année, 50% de hausse depuis le 6 novembre dernier, la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle, une hausse verticale, sans phase de correction, sans phase de retracement. Oui, il y a eu quelques corrections sur certaines séances, mais sans véritable gros retracement pour construire la tendance haussière. Et la question se pose de savoir ce que nous réserve cette dernière quinzaine du mois de décembre, parce que trotte dans les idées des investisseurs, trotte dans la tête, dans le cerveau des investisseurs en bourse, l'idée d'un dit traditionnel rallye de Noël. Mais voilà, est-ce bien crédible, sachant que nous avons quand même sous le pied un rallye qui est quand même déjà suffisamment fantastique, en tout cas pour cette année, en termes de performance moyenne, par exemple, sur le quatrième trimestre, nous nous inscrivons parfaitement là dans la moyenne, si Bitcoin s'arrêtait maintenant. Alors, je vais tenter de répondre à cette question. Je vais tenter d'y répondre. Cette semaine est une semaine importante. Oh, elle n'est pas décisive. Elle est importante parce qu'elle voit la dernière décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, donc ce mercredi 18 décembre, en l'état, la Fed va baisser ses taux. En fait, le marché s'en fiche complètement. Ce qui compte, c'est ce que la Fed va nous dire pour 2025, c'est-à-dire que ce mercredi, elle met à jour ses projections macroéconomiques pour 2025, en matière d'inflation, d'emploi, de croissance économique, et même ses propres prévisions pour le taux d'intérêt des fonds fédéraux américains, donc le taux d'intérêt de la Fed. En clair, le marché, flop de Noël ou rallye de Noël. Bon, encore une fois, si ça fait flop, c'est qu'un retracement. Vous inquiétez pas, l'année 2025 sera exceptionnelle pour Bitcoin, je le rappelle, peu importe si le marché choisit de flopper fin décembre ou de rallier. Bon, ça existe le verbe rallier? Bonne question. En tout cas, le marché a besoin de sentir, de palper la confiance de la Fed. La confiance en quoi? Parce qu'il y a une petite surchauffe de l'inflation, parce que le taux de chômage augmente un peu. Mais la Fed a toujours rappelé que, selon Noël, tout ceci n'était que provisoire et que dans le courant de l'année 2025, excusez-moi, ma voix un peu faiblie, eh bien, nous aurions les cibles macro de la Fed seraient faites. Donc ce mercredi est un rendez-vous important qui, je pense, répondra directement à la question que pose cette vidéo. Alors d'ailleurs, au passage, joyeux Noël à toutes et à tous, puisque je vous retrouverai non pas le 24 décembre, car il n'y aura pas d'émission CTB, BTC, CTB, BTC, Cryptos Technical Briefing et BTC1, si on va de droite à gauche. Donc, je vous retrouverai le 31 décembre, où forcément, là, nous aurons eu la réponse à cette question. Cette semaine, la Fed, plein de statistiques américaines, des statistiques dans tous les sens. Il y a même l'inflation US, selon l'indice d'inflation, le PCE, qui est le plus suivi par la Fed. Donc, nous n'allons pas nous ennuyer. Donc, est-ce tenable? Est-ce tenable, Bitcoin? Quel parcours incroyable depuis le début de l'année. Quel parcours incroyable depuis le mercredi 6 novembre. Mais il n'y a pas eu de retracement. J'ai eu l'occasion, lors des dernières éditions du CTB, donc la vidéo du mardi, de parfois illustrer mes propos avec les anciens cycles, en montrant que tous les anciens cycles étaient, même en phase de bull run, ponctués de corrections qui parfois pouvaient dépasser les 20% et durer 3, 4, 5 semaines, mais toujours derrière pour mieux repartir. C'est cette phase-là qui n'a pas eu lieu. Elle aura lieu. La question est de savoir quand, et nous allons en parler. Première partie. Il est où mon petit 1? Il est là. Oui, première partie, donc, les raisons d'envisager un rallye. Deuxième partie, les raisons d'envisager un flop. Et oui, c'est comme ça.
Il y a toujours, on peut trouver des arguments, parfois même de même nature, mais en tout cas, je vais vous les exposer comme ça. Donc vous avez la barre de temps où j'ai tout chapitré, la timeline de la vidéo YouTube, qui vous permet de gagner du temps. Troisième partie, et oui, forcément, comme chaque mardi, nous mouillons la chemise, avec donc le point technique, Bitcoin à court terme. Quatrième partie, les alts, l'environnement général des alts, pas une alt en particulier, les alts en général, pour cela il y a des indices synthétiques. Que nous dit l'analyse technique à court terme pour les alts. Cinquième partie, Ethereum, Solana, BNB et le jeton TRX. TRX, qui est une crypto-monnaie. TRX, c'est aussi, si vous fréquentez les salles de sport, un cours de musculation à base d'élastiques fixés au mur. Avez-vous déjà fait du TRX? Alors moi, j'ai déjà fait du TRX, c'est sympa. C'est de la musculation avec l'élastique, ça permet, comme c'est la musculation de poids de corps, et c'est très bien pour se muscler sans se faire bobo au corps. Chers amis, c'est parti. Bitcoin, flop ou rallye de Noël, nouvelle édition du CTB. Chers amis, quelle est la principale menace du bull run que nous sommes en train de vivre? Ce n'est pas Bitcoin. Le potentiel aussi de notre ami Bitcoin est encore très important pour 2025. La principale menace, c'est de vous faire dérober vos cryptos. Que quelqu'un puisse accéder à votre compte de trading, d'ailleurs, ou même accéder à votre clé privée. Imagine aussi que vous gériez vous-même vos cryptos, que votre plateforme soit centralisée ou autogérée, bref, personne ne doit connaître votre mot de passe. Et même personne ne doit accéder à votre adresse email. Souvent, on reçoit un code de vérification, la connexion à multifacteur à ses comptes de trading. Bon, chers amis, identifiant, mot de passe, clé privée, identification à plusieurs facteurs, il faut tout sécuriser. Votre téléphone portable, votre ordinateur, il vous faut une solution de cybersécurité complète. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vous parle de NordVPN. NordVPN est un outil complet de cybersécurité qui analyse automatiquement les sites web que vous visitez et bloque les sites malveillants, les virus, les publicités intrusives, et ce même quand la connexion VPN est désactivée. C'est aussi un outil de scanner qui a des fonctionnalités similaires à un antivirus et qui analyse tout ce que vous téléchargez sur votre PC ou votre téléphone. Une pierre deux coups. D'autre part, êtes-vous vraiment 100% certain de la sécurité de vos mots de passe et cartes de paiement crypto? Avec le service NordPass disponible dans l'abonnement essentiel de NordVPN, vous atteignez 100% de sécurité pour vos mots de passe et vos cartes de paiement crypto. L'outil vous génère des mots de passe complexes, indéchiffrables, introuvables. L'outil vous propose aussi un service de coffre-fort dans lequel vous pouvez stocker vos mots de passe et vos cartes de paiement crypto. Imaginons que vos mots de passe aient déjà fuité ou que certains soient faibles. L'outil vous avertit à temps et l'outil scanne le dark web pour voir si vos données personnelles ont déjà fuité. Chers amis, profitez de l'offre exclusive. Suivez le lien en description pour profiter de 4 mois d'abonnement offerts sur tous les abonnements NordVPN. De 2 ans, vivons ce bull run de manière sereine. Rallye Noël, les raisons d'y croire, commençons par la saisonnalité. Alors, bon, sous vos yeux, à gauche, les bougies japonaises en données hebdomadaires du cours du Bitcoin, à droite en données journalières. Je commence par les données de saisonnalité, statistiques du Bitcoin, statistiques de performance, les raisons d'y croire. Quatrième trimestre 2024, nous sommes à plus 67% pour une moyenne de plus 87. Il reste un peu de marge, encore une fois, si on s'inscrit dans la moyenne. Mais ici, je m'intéresse plus précisément à la... Comment dire? Alors, en termes de mois de décembre, par contre, nous sommes au-dessus de la moyenne, parce que octobre et novembre avaient été en deçà de la moyenne, notamment octobre. Je m'intéresse, moi, plus particulièrement à la fin du mois de décembre. Pour cela, je vais donc zoomer sur la performance des différentes semaines et je vais me rendre donc sur les 2 dernières semaines de l'année. Nous sommes en train de vivre l'avant-dernière et effectivement ce sont des semaines qui ont une performance moyenne positive. Donc d'un point de vue de la pure saisonnalité, effectivement nous pouvons croire à quelque chose de sympathique, mais en fait qui est déjà sympathique. Finalement, croire en quelque... C'est étonnant parce que croire en quelque chose de sympathique, mais qui est déjà sympathique, et du coup ça deviendrait super sympathique. Bon. Voilà, en tout cas, saisonnalité favorable. La répétition des cycles, alors la répétition des cycles, ça c'est un outil que je travaille beaucoup, 5 façons de faire la répétition de cycles. Vous comparez les cycles en tenant compte du nombre de jours qui nous séparent depuis l'ancien record historique, en tenant compte du nombre de jours qui nous séparent depuis le point bas, en tenant compte du nombre de jours qui nous séparent depuis le halving de chaque cycle respectif, en tenant compte du nombre de jours qui nous séparent depuis le breakout de l'axe ATH. Là, nous sommes exactement 41 jours depuis le breakout de l'axe ATH. Vous voyez que je fais de la comparaison cycle actuel
les 2 derniers cycles. Nous sommes 241 jours après le halving, nous sommes 1135 jours depuis le sommet. Alors, je ne vais pas tout vous faire, mais tout est à jour, donc je vais simplement vous donner les conséquences. Nous pouvons faire de la répétition de cycles, donc halving, breakout de l'extratage, ancien sommet, point bas du vert, et enfin de la répétition de cycles purement calendaire. Alors, les approches se contredisent, enfin une notamment, mais il y en a 4 favorables, une négative. Alors, parmi les 4 favorables, la plus favorable est la répétition de cycles d'un point de vue calendaire. L'idée consiste donc à comparer les cycles, non pas en tenant compte du nombre de jours depuis le halving, non pas en tenant compte du nombre de jours depuis la cassure de l'ex-ATH, non pas en tenant compte du nombre de jours depuis le point bas du bear, non pas en tenant compte du nombre de jours depuis le sommet du cycle précédent, mais en alignant les cycles sur les mois, les jours, les saisons, sachant que tous les bull market précédents, tous les points bas des bears précédents ont été faits à chaque fois entre octobre et janvier. Et donc, vous avez ici en noir notre cycle actuel. Le graphique date de dimanche, donc il n'y a pas les datas du pump de ce début de semaine, mais peu importe. Regardez comme c'est assez étonnant, la façon dont le cycle actuel, le cycle noir, s'aligne sur le cycle ici couleur jaune, c'est le cycle de 2020. C'est le cycle de 2020. Donc si on fait de la... Et en bleu, c'est le cycle de 2016. Donc si nous faisons de la pure répétition calendaire de cycle, eh bien effectivement la fin du mois de décembre est favorable. Par contre, on aura une correction de 2 semaines en janvier, avant de repartir pour un tonitruant en mois de février, vous connaissez mon point de vue, et vers mi-mars, là il y aura vraiment une vraie pause majeure, puisque c'est sur le mois de mars que les 2 cycles, vous voyez, commencent vraiment à temporiser, enfin en tout cas pour les 2 derniers, mais il manque ici 2012, je l'ajouterai. Bon, en faisant la répétition de cycle calendaire, on peut s'attendre à une fin de mois favorable. Alors, ce qui permet aussi de croire, à une fin d'année encore favorable, parce qu'en fait elle l'est déjà, donc bon, c'est la répétition de cycle en tenant compte du nombre de jours depuis le breakout de l'ex-ATH, et en tenant compte de la répétition de la structure lorsqu'on a passé les 20K. Ici, le cycle de 2020, regardez le breakout des 20K, c'était l'ancien record historique. On avait fait 22 jours de conso, oh incroyable, ici nous sommes sortis par le haut de la conso, nous sommes sortis dimanche, ça faisait 23 jours. Vous voyez. D'ailleurs, en plus, les consos se ressemblent, vous voyez la petite conso latérale, 22 jours, 23 jours, boum, c'est passé, boum, c'est passé. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, nous sommes 41 jours ce mardi après le breakout de l'ex-ATH, ici, le 6 novembre. Et lors du cycle précédent, lorsqu'on était 41 jours depuis le breakout de l'ex-ATH, ici c'était les 20K, vous me suivez toujours, hein, je vais vite, hein, mais voilà, et c'était bullish. Et dans le cycle de 2016, on avait encore une semaine bullish. Voilà. La répétition de cycle, globalement, donne un message favorable, sauf la répétition de cycle post-halving. Mais ça, j'y viens dans la partie flop de Noël. Là, vous êtes dans la partie rallye de Noël, mais il y a une partie flop de Noël, et oui, rallye, flop, rallye, flop, rallye, flop. Donc, toujours dans les arguments, c'est... ah oui, petite parenthèse au passage, Bitcoin capitalise maintenant 2000 milliards de dollars. C'est la 7e capitalisation boursière mondiale. Il n'est pas loin de tutoyer Google. Au passage, si Bitcoin va à 200K, finalement, il va dépasser les GAFAM, mais il va dépasser les GAFAM pris dans leur unité. C'est-à-dire pas la somme des GAFAM. Et si Bitcoin va à 200K, donc il va capitaliser 4000 milliards, il va quand même être très très loin des 18. Alors 200K, hein, c'est fin 2025, les amis, hein, d'accord. D'ici là, alternance, impulsion, correction, tout le monde a compris. Mais finalement, même s'il va à 200K, fin 2025, il va capitaliser 4000 milliards, il sera quand même plus de 4 fois moins capitalisé que le gold. Par contre, il sera numéro 2, et derrière, les GAFAM, pris dans leur, donc les Magnificent 7 US, pris dans leur unité. Les raisons de croire à la poursuite de la tendance haussière, parce que bon, je parle d'un rallye de Noël, mais finalement, le rallye il est déjà là, donc on va pas rallier sur un rallye. L'idée c'est de savoir en fait est-ce que ça continue ou est-ce qu'on corrige avant de repartir. C'est ça la vraie question. J'ai mal choisi mon titre. Eh oui, il faut un peu de repos, un peu de vacances. MicroStrategy, la société privée qui détient le côté en bourse et donc qui détient le plus de Bitcoin dans le monde entier. Eh bien, MicroStrategy entre au Nasdaq le 23 décembre.
Et oui, ça pourra attirer forcément par un mécanisme de gestion de fonds. Des valeurs sortent du Nasdaq 100, elles rentrent. Forcément, les gérants s'ajustent, ils dégagent les 3 autres, ils vont rentrer sur celle-là. Ça peut créer un effet d'entraînement. Alors, si MicroStrategy en est là, c'est parce que MicroStrategy achète un maximum de Bitcoin en permanence. Et la boîte s'endette même pour acheter des Bitcoins. Et donc ça pourrait créer un appel d'air. Elle entre dans le Nasdaq le lundi, Nasdaq 100, le lundi 23 décembre. Et maintenant, le flop de Noël. Si ça flop, c'est-à-dire que si nous corrigeons à partir de demain, après-demain, c'est la faute de la Fed. Et oui, la Réserve fédérale des États-Unis délivre une décision de politique monétaire ce mercredi 18 décembre. Et comme vous pouvez le voir, elle est associée d'un petit astérix. Astérix, non pas comme le parc Astérix, mais Astérix comme la mise à jour des projections macroéconomiques de la Fed. Projections macroéconomiques de la Fed, et ça nous promet des montagnes russes, en tout cas des sensations, comme le tonnerre de Zeus. Pourquoi? Parce que le marché attend ça avec impatience. Je vous rappelle que la Fed a pivoté en septembre dernier, qu'elle a déjà réalisé 3 baisses de taux, un jumbo Fed cut en septembre, 50 points de base, le 7 novembre dernier, 25 points de base de plus, et qu'elle devrait, ce mercredi, baisser ses taux à nouveau de 25 points de base. Me direz-vous, alors où est le problème si la Fed baisse encore ses taux? C'est parce que d'une part, c'est attendu, c'est complètement pricé et que tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche car le marché attend le petit astérix, c'est-à-dire la mise à jour des projections macroéconomiques. La Fed, ce mercredi, nous dévoile ce qu'elle anticipe pour la croissance économique américaine, pour l'emploi américain et surtout pour l'inflation US et surtout pour les perspectives de ses propres taux. Le marché a besoin, à travers ce tableau, de sentir la confiance de la Fed. Il faut absolument que la Fed confirme qu'elle croit en la désinflation, confirme qu'elle va baisser 3-4 fois ses taux l'année prochaine, confirme que le chômage ne va pas s'envoler, confirme que la croissance économique va rester forte, et confirme que l'inflation, step by step, va tendre, à horizon 1 an, 2 ans, vers sa cible des 2%. Alors qu'il y a une surchauffe de fin d'année de l'inflation, ça c'est un souci. Mais c'est provisoire, c'est lié à un effet de base, je n'entrerai pas dans les détails dans cette vidéo, mais c'est lié à un effet de base, parce qu'il y a un an, sur le dernier trimestre 2023, les prix avaient droppé, en rythme mensuel bien sûr, pas en rythme annuel, hein. Ça remonte à la crise sanitaire. Donc, ça peut être un flop. Voilà. Les mots, le contenu, les mots, mais le contenu des projections macro que Jérôme Powell de la Fed va nous livrer. Donc attention, ce mercredi. Dans les flops de Noël, je mets bien sûr le dollar américain, qui plus que jamais est en surchauffe, il est dans un haut d'orange. Si le dollar explosait ça à la hausse, alors pour Bitcoin, bon, c'est pas forcément un stress. Par contre, pour les alts, d'ailleurs, tout le monde a noté que si les alts sous-performent à mort, et c'est toujours le cas, la dominance du Bitcoin rebondit après avoir corrigé 2-3 semaines, c'est en grande partie de la faute de ce petit bonhomme qui est sous vos yeux. Alors, en même temps, on refait la même topo. Regardez, la première présidence de Trump avait été élu ici en novembre 2016, le dollar avait bourré, et dès sa prise de fonction en 2017, il y a eu un énorme drop du dollar, parce que Donald Trump avait énormément communiqué quant au risque représenté un dollar il ne veut pas un dollar faible, il ne dit pas ça. Il ne veut pas un dollar trop fort. C'est un outil de guerre commerciale, forcément, avantage comparatif, compétitivité échange, etc. On a donc l'espoir, en fait, que dès début d'année prochaine, le dollar reprenne la direction du sud, fasse du bis repetita et revienne dans le bas du range. Ça, c'est bien sûr un espoir. Donc, ce qui peut être compliqué pour cette fin d'année, parce que notez que sur le premier mandat de Trump, le dollar était resté bullish jusqu'à début janvier. Donc là, on s'intéresse à ce qui peut se passer fin décembre. Il ne faudrait pas que le dollar aille tutoyer un peu au nord du range. Ça, ce serait pas bon. Et ça peut faire partie des raisons d'un flop de Noël. Autre raison du flop de Noël, bien sûr l'inflation, mise à jour ce vendredi. Et oui, les stats américaines ne vous laisseront pas tranquille. Bien sûr, je viens de mettre la Fed et l'inflation US, la Fed ce mercredi 18 décembre et l'inflation US ce vendredi 20 décembre, dans la catégorie des flops potentiels. Mais encore une fois, on peut avoir une bonne nouvelle. Forcément, il fallait que je trouve de quoi garnir la section des flops. Mais en même temps, ce sont des vrais arguments. C'est-à-dire que si je vous dis, si ce que je vous dis se réalise, ça va appuyer à la baisse sur Bitcoin. Et ça le fera corriger une fois de plus qu'à court terme pour mieux repartir en janvier. Donc, il y a une petite surchauffe de l'inflation ce dernier trimestre. N'attendez pas de bons chiffres
ce vendredi, car il y a un effet de base qui est défavorable. Et d'ailleurs, les indices d'inflation temps réel illustrent bien ce rebond énorme de l'inflation depuis maintenant quelques mois. Mais c'est en grande partie un effet de base. Ce n'est pas le point de départ d'une vague inflationniste ici post-Covid qui est liée à des éléments structurels. C'est vraiment un effet de base de comparaison. Et vous allez voir qu'en janvier, le trueflation va commencer à retomber tranquillement. Mais effectivement, c'est en janvier, donc fin décembre, il y a un souci, il y a potentiellement une source de stress. Dans les outils du flop de Noël, il y a toujours la répétition de cycle. Je vous ai parlé tout à l'heure de la répétition de cycle, des 5 façons de la faire, le nombre de jours depuis l'ancien record, le nombre de jours depuis le point bas d'Uber, la comparaison de cycle calendaire, la comparaison de cycle en tenant compte du nombre de jours depuis le breakout de l'ATH, et il y a la 5e façon, que j'ai déjà pratiquée avec vous, qui est le nombre de jours depuis le halving. Nous sommes là 241 jours après le halving. Et sur les 2 cycles précédents, lorsque l'on arrive 241 jours après le halving, là on est là, et ben on s'est mangé un moins 30. Et là, on s'est mangé dans la figure un moins 33. Donc, voilà, si on fait de la répétition de cycle en tenant compte du nombre de jours depuis le halving, on va se manger un moins 30. Mais c'est si on fait de la répétition de cycle post-halving. D'ailleurs, c'est synthétisé ici. Voilà, donc là, vous avez les 3 cycles précédents. 2020, 2016, 2012, et là, nous sommes là. Et donc, effectivement, on voit bien qu'il y a ce drop. Vous voyez, mais ça, c'est en comparant les cycles, non pas d'un point de vue calendaire, mais en comparant les cycles en fonction du nombre de jours depuis le halving. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin du mois de décembre, on va savoir quelle est la meilleure des comparaisons. Pour le moment, la comparaison calendaire est celle qui fonctionne le mieux. Mais dans 1 ou 2 jours, là, demain ou après-demain, on arrive dans le drop post-halving, de la comparaison halving. On verra. Si on y échappe, on pourra se dire que la comparaison post-halving est moins fiable. Moins fiable pour le court terme. Par contre, ça reste quand même un outil qui nous donnera grosso modo, ici vous avez à nouveau la comparaison de cycle en tenant compte du nombre de jours depuis le halving, ça nous donnera les grandes phases temporelles pour l'année prochaine, savoir quand est-ce que c'est terminé. Et on retrouve mi-mars, et on retrouve mi-mars, et on retrouve août-octobre, hein, d'accord. Donc ça ne change rien pour la vue longue. Mais effectivement, on voit bien que là, pour le court terme, on voit très bien que si on fait de la répétition de cycle en tenant compte du jour, c'est censé dropper. Mais en même temps, c'est censé dropper. Là, on était censé pumper, on n'a pas pumpé. Enfin, légèrement. Bref. Il fallait que je le place quelque part. Alors, Bitcoin, analyse technique court terme. Mais court terme. On va prendre de l'horizon de temps journalier. Et donc, alors, nous sommes... Il y a 2 choses. Alors, déjà, 106K, ça bloque un peu. Parce que c'est... Ici, en Rainbow Chart, c'est une résistance, regardez, le haut de la frise. C'était propre, regardez ici, la victoire de Trump, on est passé au-dessus de la bande, et on a rejoint la bande. Ça marche comme ça, hein, le Rainbow Chart. Hein. Vous changez de bande et vous visez la partie haute. Donc là, on a changé de bande, mais on vient d'atteindre la partie haute, c'est 106K. Voilà, donc ce n'est qu'une approche. Hein. Je fais mon petit catalogue d'outils pour et contre. Donc, dans mon catalogue de contre, j'ai le Rainbow Chart. Alors par contre, si on fait un breakout des 106K, ensuite, c'est 140. Ah, oui. Et si on échoue sous 106K, on reste dans la barre, on reste dans la frise. Bon. Alors, la tendance, alors elle est restée bullish, impeccable. Le marché s'est maintenu au-dessus de cette trendline, ici en weekly. Donc je l'ai reporté ici en daily. La tendance reste haussière tant qu'on se maintient au-dessus du couple Tenkan Kijun du système Ichimoku. Regardez la perfection technique. Mettons à l'honneur, alors il y avait à la fois donc, une divergence haussière cachée qui a fait suite à une divergence standard. Cette divergence haussière cachée était vraiment très propre, elle a relancé le marché. Maintenant, elle a exprimé ses conséquences. Et le marché, alors il y avait pour moi toujours l'option de faire effectivement ça, ou d'abord de retest EMA 50, SMA 50 et de repartir. Ce sont pour moi toujours les 2 options qui sont sur la table pour cette fin du mois de décembre. Dans le cas du flop, c'est pas l'effondrement. Dans le cas du flop de Noël, c'est revenir tester 90. Mon scénario flop, hein, quand je dis flop, c'est un retracement. C'est faire ça. On retrace, on vient sur le Kumo SMA 50, SMA 50 et on repart en janvier. Et le scénario du rallye, c'est qu'on continue d'aller chercher 110, 115, 120. Et ce tant qu'on casse pas de support, les 100K sont le nouveau support. Tenkan Kijun du système Ichimoku.
Il y a une cible intermédiaire ici, elle est à 109,50. Bon, enfin, elle est à 110. C'est les chiffres ronds. Alors, 109,50, c'est 2,61,8. On arrive vraiment sur les targets de vague 3. Les plus hautes, le max du max. Une 1, une 2. J'ai mis mes extensions de Fibo ici. J'ai laissé que le 2,61,8, qui est à 109,5. Bon, voilà. Mais bon, il y a tant qu'on casse pas de support, c'est bullish. Et donc, bah, écoutez, les 100K, c'est le premier support. Alors, on peut affiner ça en H4 quand même. Jusqu'à quand est-ce qu'il y aurait une alerte baissière? Eh bien, écoutez, vous avez un gap qui a été ouvert sur le contrat futur du CME ce lundi. Un petit gap. Alors, on n'est pas sur le gros gap qui a été ouvert ici entre 77 et 80, qu'on ne reverra pas avant le prochain bear market de 2026. Mais ce petit gap-là peut être comblé. Ce qui donnerait le point de départ d'un retracement de fin d'année serait le marché, voire le marché repassé sous le gap haussier qui a été ouvert sur le contrat futur, là, lundi matin. Donc 102,4, 103,6. Attention, 102,4, 103,6, ce n'est pas 102,4, 103,6 sur le spot. Vous voyez qu'il y a une différence. La différence n'est pas énorme, mais le spot, il y a une différence de 1000-1500 $ à peu près entre le contrat futur du CME et le Bitcoin All-Time History Index. Mais voilà, je veux dire, tant qu'on est au-dessus de ce gap et tant que le marché se maintient au-dessus du nuage H4, comme il l'a parfaitement fait, bullish. On passe en dessous, on retrace et on repart après. Voilà. Alors, les altcoins, elles sous-performent, nos amis les alt, et c'est pas ici qu'il faut que j'aille, c'est là. Elles sous-performent. Dans les raisons, bien sûr, de prendre des bénéfices, il y a aussi simplement prendre ses bénéfices. Petit graphique qui compare la performance de tous les marchés depuis le début de l'année. Bon, vous voyez que Bitcoin a quand même largement de l'avance sur ses pairs. Les alts, plusieurs indices synthétiques pour les suivre. Tout d'abord, donc Total 3. Donc, mais les alts, c'est une pause latérale. Hein. Voilà, hein, l'année prochaine, on va rejoindre ce sommet et on va le dépasser. Total 3, c'est la market cap totale moins BTC moins Bitcoin. J'ai retiré de stablecoins. De stable. Donc là, on fait un petit range. Alors, soit on a fait une A, une B, il manque une C, et ça repart. Soit on dérive latéral, et la ligne span s'approche, elle repart. Bon, A, B, C, ça repart, ou range, et ça repart. Voilà, tranquillou. Tranquillou, chat, peinard, le canard. Et oui, Bitcoin, c'est le boss. C'est le boss. Pas de saison des alts. Il y a eu une mini saison des alts, mais Bitcoin, il y aura une saison des alts quand Bitcoin explosera tout ça. Comme il le fut d'ailleurs ici à l'époque. Donc là, il s'est repris propre, impeccable, touchette. Ishimoku, ça marche bien sur tous les horizons de temps. C'est quand même assez dingue. HK, daily, weekly. Ah non, l'Ishimoku, bon, ce n'est qu'un outil à mon arc, mais à ne pas négliger, disons que, voilà. Si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez l'ajouter comme ça, jeter un œil de temps en temps. Voilà. Donc, pourquoi Bitcoin a repris le lead? D'un point de vue technique, on a une source technique. Le Kumo du système Ishimoku. On teste Tenkan Kijun Weekly. Si on franchit ça, eh ben on repartira pour de nouveaux sommets sur la dominance. Par contre, si on échoue sous Tenkan Kijun, ça peut revenir ici, on peut faire un truc comme ça, on verra bien. On verra bien. Il y a un autre indice qui est pas mal pour suivre les alts. Others, la crypto market cap totale. Elle a aussi pas de stress. Pas de stress, les amis. Pas de stress. Pas de stress, tranquille, impeccable. Hop, voilà, on se maintient au-dessus de ça. Soit on fait une A, une B, une petite C et on repart. Ou le range et ça repart. On attend EMA 50, SMA 50, le Kumo qui est là. Ouais, donc, bon, les alts au pire, voilà, ça fait A, B, C, ça repart, ou une petite dérive latérale jusqu'en fin d'année, ça repart. Au final, ça finira par repartir. Donc, tout ça est très sain, tout ça est très sain et construit. Construit. La tendance haussière. Alors, bref, très bref.
ETH. ETH, que vous dire de plus, à part exactement la même chose. C'est bullish au-dessus de 3003 en weekly pour aller chercher les 4006, 4009. En daily, c'est bullish au-dessus de cette trendline. 1 point, 2 points, 3 points. J'étais une résistance, je devins un support. Voilà, le marché est reparti. Alors, ok, impeccable. Finalement, c'est un peu comme les ALS de manière générale. Le marché, au pire, là, nous fait une A, une B, une C. Alors lui, c'est un regular flat. A, B, C. Et on repart. Ou il repart direct. Il repart direct en faisant le breakout de sommet et en allant chercher son record historique pour la fin d'année. Finalement, soit il atteint son record historique fin décembre, soit il l'atteint en janvier. En tous les cas, dans tous les cas, il l'atteindra. C'est ma conviction. Donc au court terme, c'est bullish au-dessus de tout ça. Donc la trendline, elle est à 3006, 3650, voilà, c'est la zone. On voit très bien, vous voyez bien la structure comme moi. On fait une petite pause, on construit le mouvement et puis derrière ça repart tranquillou. Solana est en pause aussi parce que Solana, à la différence d'Ethereum, a déjà rejoint son record historique. Donc là aussi, petite pause tranquille. Mais ce record historique pour moi sautera l'année prochaine. Et puis on ira chercher de nouveaux records sur Solana. En attendant, ça temporise un peu. Dans un mouvement aussi qui est bien construit. Une impulsion, petit retracement, une impulsion, petit retracement, une impulsion. Vous voyez, enfin un truc propre en plus là. Donc voilà, quelque chose comme ça là. Peut-être un peu de caca nerveux à l'intérieur du Kumo. Daily. On a une SSB à 200. Et puis hop, ça repartira. Le BNB lui affiche un peu plus de force puisqu'il se maintient légèrement au-dessus de son ancien record historique. C'est pareil. Une A, une B, une C et on repart. Ou un flat et ça repart. Ils sont tous pareils. Alors par contre TRX, je passe en échelle arithmétique parce que TRX, du nom de l'activité sportive en salle de sport, a fait des targets importantes. Target de vague 3 importante pour TRX après cette mèche. Est-ce la fin? Alors bien sûr, heureux ceux qui ont déjà payé. On ne paye pas maintenant. Les supports sont beaucoup trop loin. Est-ce que c'est terminé? On a fait des targets de vague 3 que j'ai mis ici en extension de Fibo. Notez ici que l'ancien record historique, lorsqu'on l'a passé, on a triplé. On est passé de un peu plus. On est passé de 0,5 à 0,18. Là, on était à 0,18. Bon, on n'a pas triplé, mais on a fait quand même déjà un coefficient important. On a quand même beaucoup d'objectifs qui ont été faits. Après une poussée comme ça, je pense qu'il y aura une réplique. Là, c'est la même chose. Le marché temporise. Une A, une B, une C, ça repart. Ou on a déjà fait ABC là. A, B, C. Et on fait un petit flat. On attend le Kumo et ça repart. Ok, très bien. Il y en a probablement encore un peu sous le pied. Pour aller chercher les 0,50, le 2,61,8. Tranquillement quelque part l'année prochaine. Mais en termes de multiplicateurs, la grosse partie du chemin a déjà été fait. Ici, selon moi, d'un point de vue technique. Voilà, messieurs, dames. Voilà, messieurs, dames. Eh bien, pour la vidéo du mardi, je vous retrouve, si tout va bien, le mardi 31 décembre, donc pour la vidéo du mardi. Et donc, à tous ceux que je ne reverrai pas d'ici le mardi 31 décembre, sauf si vous êtes chez Cryptost Academy, eh bien, je vous souhaite un joyeux Noël. Salut!